Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, police, le malaise est-il structurel ou conjoncturel? Aujourd'hui, s'est tenue à Paris une manifestation à l'appel d'une vingtaine de syndicats et d'associations de policiers pour protester à la fois contre les conditions d'exercice du métier de policier, mais également rendre hommage aux 52 ou 51, on en discutera tout à l'heure, membres des forces de l'ordre qui se sont donné la mort depuis le début de cette année. Une année difficile, marquée par les manifestations récurrentes des Gilets jaunes, dont certains se trouvaient aujourd'hui d'ailleurs sur le trajet de la manifestation, mais quand on se plonge dans les archives, on s'aperçoit que ce malaise policier, tel qu'on le dit comme cela, sous ce titre, malaise policier, s'est exprimé à bien d'autres reprises depuis une cinquantaine d'années. Nous avons donc réuni dans ce studio ce soir un historien de la police, il est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Dijon, deux sociologues, l'un du stress au travail et l'autre des rapports entre police et société, et un secrétaire national du syndicat de police Alliance qui manifestait avec d'autres cet après-midi à Paris. Ouais, vous savez, la manifestation est quelque chose de constitutionnel. Bien souvent, on oublie, on parle toujours de répression de manifestation, mais ce sont toujours les désordres qui sont réprimés. Une manifestation, c'est quelque chose de normal, de traditionnel, et les gardiens de la paix, en tant que citoyens, en tant que syndiqués, en tant que fonctionnaires, je pense, ont le droit également de manifester, surtout sous la forme pacifiste où ils l'ont fait aujourd'hui. Alors on se croit toujours les premiers d'une certaine façon, on pense Benoît Barré qu'on a fait une manifestation unique, mais déjà en 1971 on entendait Gérard Monat, le secrétaire général de la FASP, la Fédération Autonome des Syndicats de Police, qui était un syndicat de gauche dans ces années 70, lors d'une manifestation de gardiens de la paix organisée à Paris pour une revalorisation de leur métier. Alors on peut dire que ça fait presque 50 ans, 1971, est-ce que ça fait 50 ans qu'il y a le malaise que vous connaissez aujourd'hui dans la police, Benoît Barré, vous qui êtes secrétaire national du syndicat de police Alliance? Écoutez, vous savez, je pense que le malaise dans la police nationale, il a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est un malaise, j'ai envie de vous dire, certainement différent. On n'est pas à la même époque. À l'époque où ces mots ont été prononcés, l'autorité avait encore un sens. L'autorité avait un sens aux yeux de tout le monde, et surtout, le flic était respecté. Vous savez, en 71, on était après 68, et il y avait des mouvements gauchistes un peu partout dans Paris. Peut-être, mais l'autorité n'était pas aussi remise en cause comme elle l'est au quotidien. Alors, vous savez, moi, j'étais pas en 71 dans la police nationale. Je parle effectivement de ce que je connais. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, il est très clair que le métier de policier est un métier qui a toujours été extrêmement compliqué. Sauf que plus ça va, plus c'est compliqué. Vous savez, quand vous êtes flic, c'est un apprentissage de plein de sentiments différents. C'est un apprentissage du sentiment de la peur, de l'angoisse, mais également du sentiment de l'impuissance, et quelquefois du ras-le-bol et de frustration. Et c'est ça qui est terrible. Et puis surtout de colère. Alors bien sûr que la police a toujours un malaise, mais le malaise de colère aujourd'hui. Mais de colère énorme, sourde. D'ailleurs, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Lorsque vous voyez entre 27 000 et 28 000 policiers selon la police, c'est vrai qu'il y avait un mode de calcul à l'époque, mais en tout cas nous c'est ce qu'on affirme, entre 27 et 28 000 collègues qui étaient là de tout corps, de tout grade, pour dire là maintenant ça suffit quoi. Ça suffit parce que vous savez. Mais qu'est-ce qui suffit? Ce qui suffit aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. Vous avez raison. Ce qui suffit aujourd'hui, c'est qu'il faut maintenant que l'autorité, en tout cas que le policier soit respecté par tous. Par tous, vous savez. Lorsqu'on voit des décisions de justice qui sapent le moral des collègues, je sais pas si je peux vous donner un exemple. Cette haine anti-flic affichée depuis des mois et des mois, où on a voulu nous faire croire que les méchants dans ces affaires, je parle des manifestations Gilets jaunes, qui ont sapé le moral des policiers, ont voulu nous faire croire que les méchants, c'est les policiers. Aujourd'hui, le flic, il doit constamment s'expliquer. C'est lui qui est cloué au pilori, c'est le flic qui doit s'expliquer, parce qu'aujourd'hui, le flic, comme toujours, mais c'est toujours celui qui doit faire face aux maux de la société. Et aujourd'hui, croire que la société n'a pas évolué, je crois que c'est se tromper. Parce qu'une personne qui est capable de vous dire aujourd'hui, mais la société n'est pas violente, je crois qu'on se trompe. Le policier, au quotidien,
il doit gérer cette violence terrible au quotidien. Christian Mouana, vous êtes à côté de Benoît Barré, vous êtes sociologue justement et vous êtes intéressé en particulier à ces rapports de police et société. Est-ce que vous pensez justement que ce qu'on entend là, par la voix de Benoît Barré, c'est si neuf que cela? Est-ce que ce ras-le-bol policier, cette idée qu'il n'est pas aimé, le flic, par la société française, qui devrait le protéger, etc., ça fait partie... Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais l'historien en parlera beaucoup mieux que moi. Jean-Marc Berlière, qu'on va avoir dans un instant. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence, que je vois en permanence depuis que j'ai commencé à travailler sur la police dans les années 90. Ce que je voulais dire, c'est que ce malaise policier n'est pas qu'un malaise des policiers, c'est aussi un malaise d'autres services publics, puisqu'on voit dans l'hôpital, dans l'université, dans plein d'autres univers. Et Benoît Barré opine du bonnet. Voilà. Mais j'allais dire, c'est aussi une crise de la société française. Et si je voulais être ironique, je dirais que les manifestations des Gilets jaunes expriment des choses qui sont assez similaires par rapport au gouvernement, les attentes, alors, si etc. Si vous faites Gilets jaunes policiers en colère, même combat, ça va pas aller avec votre voisin. On voit qu'il y a même les origines des milieux sociaux de certains policiers. Je pense une partie du malaise policier est aussi de se retrouver le dimanche face à des gens qui ont été Gilets jaunes, qui sont peut-être dans la même famille. Et donc, bon, ça c'est le premier point. Mais l'autre point, c'est par rapport à la crise de l'autorité. D'une part, il y a toujours eu ce sentiment des policiers de ne pas être suffisamment reconnu, de ne pas suffisamment être légitime. Et cette question de l'autorité, elle pose un vrai problème qui est: est-ce qu'on peut décréter l'autorité? Et est-ce que l'autorité, c'est uniquement la peur qui doit susciter cette acceptation de l'autorité? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors je ne dis pas une responsabilité, mais un problème de l'institution policière qui ne répond pas à la demande des citoyens? On voit ce que vous voulez dire, on y reviendra dans un instant pour lancer le débat. Je voudrais donner la parole à nos deux autres intervenants, Marc Loriol et tout de suite donc Jean-Marc Berlière. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la police, vous avez beaucoup travaillé sur les polices du 19e et du début du 20e siècle, mais également jusqu'au milieu du 20e. Jean-Marc Berlière, c'est votre spécialité que de repérer en tant qu'historien ce qui s'est passé dans ce corps qui est le corps des policiers. C'est un métier qui est toujours difficile parce que souvent on le fait alors que l'on veut protéger le citoyen et on vous fait faire autre chose d'une certaine façon, Jean-Marc Berlière. Sans doute, oui, effectivement, mais ça m'a beaucoup amusé de vous entendre dire « Oh, ben, ça remonte au moins à 50 ans ». Alors, juste pour le plaisir, hein, je me suis permis d'apporter, rassurez-vous, ce sera le seul, hein, un tout petit texte d'un personnage assez intéressant. Il s'appelait Célestin Aignon et il a été successivement, il a débuté comme inspecteur auxiliaire, vous imaginez. À la fin du 19e, il a terminé directeur de la sûreté et préfet de police. Et en 1913, il explique: la police traîne un lourd héritage, forcée toujours d'opposer l'intérêt public à la coalition des intérêts privés. Elle sent souvent peser sur elle des rancunes que les siècles ont accumulées. Elle a tout vu, tout supporté. Et par un phénomène que je ne suis pas encore parvenu à m'expliquer depuis longtemps qu'il fait l'objet de mes réflexions, elle a conservé la haine implacable des uns sans acquérir ni la reconnaissance, ni même l'entière confiance des autres. C'est ça, 1913. Plus on lui réclame de justice, moins on en témoigne à son encontre, moins on lui pardonne ses erreurs, plus on lui fait de procès de tendance. Vous imaginez donc qu'effectivement, ces problèmes sont récurrents. Ce sentiment d'ingratitude, j'entendais notre ami syndicaliste évoquer la justice, le préfet Lépine, là encore, on est à la fin du 19e siècle, dit les policiers arrêtent et les juges libèrent. On sent un sentiment d'impuissance, hein, et d'ingratitude, effectivement, alors que les policiers à bon droit peuvent se considérer, en tout cas ils sont souvent entrés dans la police pour ça, comme des défenseurs de la veuve, de l'orphelin, de l'ordre, et que finalement empêcher des gens de casser des vitrines ou de casser le mobilier urbain, c'est peut-être normal, même si c'est mal apprécié du gilet jaune qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure. Ouais, ce qui est tout à fait évident, en l'occurrence, Jean-Marc Berlière, c'est que vous êtes auteur d'une lettre aux amis de la police. C'est une lettre que vous diffusez auprès de vos amis, parce que vous êtes un des meilleurs observateurs de ce travail historique qui se fait sur la police, et que vous montrez bien dans cette lettre aux amis de la police combien ces questions d'honneur
ces questions de honte parfois, de se retrouver justement sous les coups de ses concitoyens alors qu'on est censé les défendre, tout cela fait partie du discours le plus récurrent, pourrait-on dire, dans ce milieu de la police. Oui, comme je disais, si vous me permettez cette allusion quasiment théologique, hein, le problème, il est consubstantiel aux missions de police, parce que finalement, qu'est-ce que la police dans une démocratie, sinon l'administration, les fonctionnaires, les policiers, chargés de protéger la liberté contre ses propres excès. Alors si vous ajoutez à tout ça, mais notre camarade syndicaliste en parlera bien mieux que moi, mais des conditions matérielles, j'entends et j'entends aujourd'hui, je lis dans les archives des propos constants. Hein. Là encore, on va s'intéresser aux années 30 pour pas donner le vertige aux gens qui nous écoutent, mais vous avez un directeur de la sûreté qui dit « Je ne suis pas capable d'assurer la sécurité de mon personnel, tellement les locaux sont pourris ». Enfin, il n'emploie pas le terme « pourri ». Un autre dit, pour expliquer comment est son commissariat, « Je ne vois pas d'autre terme que le mot de taudis ». Et je pourrais vous en faire des citations et des livres on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est pour dire que j'ai apprécié votre question, hein, mais ça n'est pas conjoncturel, quoi. Ah bien sûr, c'est ce qu'on voulait dire, effectivement. Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel? De votre côté, Marc Loriol, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste du stress au travail, vous avez travaillé sur les suicides au travail en particulier, et on sait que cette question justement du suicide alors 51 ou 52 policiers, Benoît Barré? Aujourd'hui, officiellement, vous avez 51 morts qui sont considérés comme des suicides dans la police nationale, 51. Depuis le début de cette année. Donc, Marc Loriol, vous avez travaillé sur une autre période. Vous avez travaillé sur la période 2003-2006. Vous êtes intéressé dans un travail de terrain à ce qu'on appelle les brigades de roulement. Et alors, malaise, vous avez été très frappé par l'entraide, le sens de l'entraide, le sens du collectif qui est à l'intérieur de la police, mais en même temps, justement, chaque fois que l'un des policiers se suicide, c'est toute la brigade ou tous ceux qui sont autour de lui ou tout le commissariat qui sont frappés par tout cela. Et vous l'avez observé donc en 2003-2006, là aussi, ça n'est pas simplement conjoncturel, c'est une histoire qui remonte à quelques années au moins. Alors tout à fait. Donc moi mon travail porte sur plusieurs métiers, ce qui me donne un regard un peu comparatif. On a évoqué l'hôpital tout à l'heure, j'ai travaillé aussi sur les conducteurs de bus, j'ai travaillé sur le monde industriel. Donc c'est intéressant de comparer parce qu'il y a des problèmes qui sont communs et d'autres qui ne le sont pas. Alors effectivement la dimension structurelle a été évoquée. Pour les policiers que j'ai rencontrés, on étudie les cas de commissariat. Le client du policier, c'est celui sur qui va s'exercer la force publique. Donc c'est une relation de clientèle, si je peux dire, assez particulière. Et il y a forcément donc une relation qui n'est pas toujours très facile. Alors, en 2003, quand on a commencé à aller dans les commissariats, c'était une période qui était vécue par les policiers comme relativement calme et même dans un endroit, le sentiment qui s'exprimait, ça pouvait être l'ennui. Mais vous avez aussi interrogé des gens qui avaient connu des périodes antérieures et donc ça vous permet d'avoir ce regard un peu lointain sur ce moment des 40 ou 50 dernières années vis-à-vis peut-être pas autant, mais c'est vrai qu'on a interrogé des personnes, aussi des retraités, mais aussi essentiellement des policiers qui étaient actifs dans les 4 commissariats où nous sommes allés. On a fait aussi beaucoup d'observations. On a tourné avec les brigades de roulement, les brigades de proximité quand elles existaient encore, c'était dans 2 des commissariats sur 4. Et alors, ce qui est conjoncturel, conjoncturel de long terme, c'est j'en ai déjà eu une première vague de suicides importante en 95-96, qui était liée à un certain nombre de mécontentements et de relations difficiles au moment d'une réforme des corps et carrières, réforme qui par la suite a peut-être contribué à éloigner les policiers de terrain en tenue de leur hiérarchie, en créant une distinction qui était un peu l'équivalente de celle qu'on avait dans l'armée. On a aussi évoqué pour la première fois à l'époque l'idée de police de proximité, même si elle était mise en place effectivement un peu après. Et autre élément extrêmement important, et là qu'on a vu jouer vraiment à plein dans notre observation, c'est ce qu'on a appelé pour dire vite la politique du chiffre. C'est mis en place à partir de 2002 par Nicolas Sarkozy, avec l'idée finalement qu'il fallait que les policiers, mais comme tous les autres fonctionnaires, soient comptables de l'argent qu'ils dépensent et donc rendent compte en termes d'activité. Et l'idée étant qu'il faut inciter les fonctionnaires à réaliser le plus d'activités possible. Ce qui est un peu compliqué dans le domaine de la police, parce qu'a priori, la police n'est pas là pour multiplier les actes de délinquance, les incivilités ou les infractions, mais pour les limiter. Et donc, faire du chiffre, c'est de cette façon assez paradoxale. L'autre paradoxe aussi qui
est apparu très vite, c'est qu'en fait, les chiffres qui étaient demandés étaient basés sur des formes de benchmark, c'est-à-dire de moyenne. Et l'idée étant que dans les brigades de roulement, par exemple, que chacun soit au-dessus de la moyenne, ce qui est mathématiquement strictement impossible. Donc on se rend compte que dans les commissariats, certaines brigades de roulement ont des chiffres plus faibles, subissent de fortes pressions de la hiérarchie, connaissent des phénomènes de turnover, de dislocation du collectif de travail. Et ce sont elles qui, effectivement, concentrent souvent les problèmes, les difficultés. Alors les suicides, j'y viens. On n'a pas, heureusement, eu de suicide dans la période où on était dans les commissariats, mais on a eu 2 commissariats où il y avait eu un suicide quelques semaines auparavant pour l'un et quelques années auparavant pour l'autre. Et donc, ce qu'on a pu voir dans les 2 cas, c'était d'une part le fait que dans le premier cas, le policier qui s'est suicidé quelques années auparavant avait été retiré de la voie publique. On avait retiré son arme parce que c'est un policier qui était mis en difficulté, qui n'arrivait plus à assumer certaines des tâches ou à assurer sa motivation pour faire un travail qui est difficile, et donc il avait été mis dans les bureaux. Et cette mise dans les bureaux était une forme d'isolement qui avait précipité en quelque sorte sa difficulté. On avait retiré son arme, quand on lui a rendu, il s'est suicidé avec. Vous insistez beaucoup, Marc Loriol, dans vos travaux, sur le fait que ce sont des groupes, et que la question des groupes, si le groupe fonctionne bien, il est capable d'entretenir des liens sociaux, de définir son propre rôle, et qu'effectivement, quand un des membres du groupe se trouve en difficulté, eh bien, le groupe en souffre considérablement. C'est ce que vous expliquez dans vos travaux de sociologie. Je vous propose d'écouter, Benoît Maret, cette archive. Ce n'est pas une archive, parce que c'était hier sur France Inter, c'est déjà une archive. Ariane Grissel interrogeait Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en colère, qui décrit une des manifestation du regard critique, voire hostile, qu'une partie de la société peut porter vis-à-vis de la police. Il y a eu la rentrée scolaire il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand vient cette problématique de devoir écrire la profession des parents, certains enfants marquent fonctionnaire, de façon bête et méchante, d'autres inventent un métier, pompier, urgentiste, médecin, peu importe, ou parfois même il y a la mention sans emploi. On doit taire le métier de papa ou de maman parce qu'il ou elle est fonctionnaire de police. Benoît Maret, même si on met pompiers peut-être aujourd'hui, il y a les pompiers en colère aussi parce qu'eux-mêmes sont parfois attaqués lorsqu'ils font leur mission de pompiers. Prenons la liste alors de ces revendications qui étaient présentes dans cette manifestation pour voir justement si elles sont conjoncturelles ou structurelles, comme c'est le thème de notre débat. Par exemple, cette question d'avoir honte pour un enfant ou pour les parents vis-à-vis de leur enfant de ne pas dire qu'on est policier. C'est clair que le métier de policier, c'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est parce que quand vous êtes flic, c'est H24, mais il n'y a pas que vous. Ce métier, il ne s'arrête pas à la porte du commissariat. Il ne s'arrête pas quand on claque la porte de la voiture de police. Quand vous êtes flic quand vous rentrez chez vous. Vous êtes femme de flic, fils de flic, fille de flic. Ce métier de policier, il pèse lourd pour nous, les policiers, mais aussi pour notre famille. Pour répondre à votre question, il n'y a aucune personne dans la police qui a honte d'être policier. Et par contre, ce que vous dites très justement, c'est que quelquefois, certains de nos enfants, nos époux, nos épouses, pourraient avoir honte de ne pas dire que leur père, leur époux est policier. Et ça fait mal, parce qu'on devrait, dans cette société, pouvoir afficher fièrement l'appartenance de la police nationale. C'est pour ça je vous dis que policier, c'est ça qui est compliqué. Ça demande une flexibilité émotionnelle de tous les temps. Et lorsque j'entends la femme du collègue dire qu'effectivement, à la rentrée, on se pose la question de savoir si dans la fiche de renseignement, on est capable de dire que ses parents sont policiers. Mais effectivement, c'est la vérité parce que dans certains endroits, être flic, c'est être stigmatisé. Et notre manifestation d'aujourd'hui, c'est justement pour crier cette colère. Christian Mouana, vous qui êtes donc chargé de recherche au CNRS et directeur du CESDIP, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de se trouver mal, de dire que l'on est femme, fils ou fille de policier ? Oui, alors ça, c'est évidemment, ça c'est un constat qu'on peut tous faire. Hein. Je parlais, y compris parfois dans les dîners de famille, vous l'avez bien dit. La question, elle est aussi pourquoi et je pense qu'il y a la comparaison dans le temps qui a été faite à travers les historiens, mais il y a aussi la comparaison dans d'autres pays. Et ce qu'on voit dans d'autres pays, et je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est qu'il y a eu peut-être de manière beaucoup plus approfondie une réflexion sur
quelle est la mission de la police. Oui, alors, on cite toujours les bobbies et on cite toujours la police on pourrait parler de l'Allemagne, britannique. on pourrait parler de la Belgique, de l'Espagne, si vous voulez, à peu près toute l'Europe. Nous, on n'a plus d'expérience pour renouveler les stratégies policières. Ce qu'on peut voir aussi comme changement, et ce qui est assez frappant quand on travaille avec des policiers, qu'on est dans le milieu policier, c'est comment l'image du héros s'est complètement érodée. Le gros décalage qui peut exister entre la fiction et la réalité des commissariats. Mais la fiction, remarquez que tout de même, et je pense que nous sommes tous des spectateurs de télévision et de séries policières en particulier, a aussi beaucoup bougé. C'est-à-dire que le travail d'Olivier Marchal ou de tout un tas d'anciens flics qui sont devenus scénaristes a aussi sali de manière un peu volontaire le travail des policiers, sali en montrant les limites, les frontières qui a été franchies parfois par les policiers. Mais ce qu'il y a de plus en plus dur, c'est de montrer comment une partie du travail de l'autonomie qui est reconnue légalement ou illégalement dans un certain nombre de travaux, comment le policier est dans un système bureaucratique très lourd, très enserré, qui l'empêche très souvent de construire son image du travail. Et un point aussi qui me paraît important, puisqu'on parle du collectif, là où je voulais comparer avec les Gilets jaunes, c'est que dans cette manifestation, on voit une manifestation d'unanimité, puisque tous les syndicats y participent, y compris les syndicats de commissaires. Or, dans les commissariats, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup d'actes collectifs, de participation, d'implication, y compris après les heures de travail, qui ont disparu dans beaucoup de commissariats pour des tas de raisons qui vont de la fermeture, par exemple, de buvettes ou de choses comme ça qui étaient dans les commissariats, ou d'activités collectives, où il y a une montée aussi de l'individualisme. Ce qu'on appellerait une sociabilité des commissariats. Voilà, et puis donc les gens ne restent pas le soir tard, etc. Et donc il y a aussi, on peut le voir quand on fait des entretiens où on interviewe individuellement les policiers, ils disent « je peux pas le dire collectivement, mais j'ai aussi des problèmes avec certains de mes collègues ». Parce que, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'il y a cette difficulté à travailler ensemble. Et Marc Loriol l'a bien dit, il y a cette compétition qui a été aussi instaurée entre policiers et entre services. Marc Loriol, est-ce que justement ça n'est pas aussi une marque que de penser à ce corps comme se défendant? Et peut-être cette manifestation d'aujourd'hui montre bien combien il est cohérent, mais en même temps, il cache ses fractures, ses fêlures et ses oppositions. Absolument. Alors, quand on va dans les commissariats et qu'on regarde à chaque fois les 3 brigades de roulement, J1, J2, J3, on voit d'énormes différences. Comment ça se passe, une brigade de roulement? C'est sur la journée? Donc, c'est-à-dire que les brigades de roulement assurent alternativement de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ça dépend, petite couronne, grande couronne, province, c'est pas exactement les mêmes horaires, mais c'est l'idée. En permanence, la sécurité publique sur la voie publique, avec des patrouilles, des équipages, notamment 3 policiers dans un véhicule qui patrouillent dans les... C'est plus ça? Alors, c'est extrêmement important. Je suis vraiment satisfait que vous puissiez parler des collègues qui travaillent en brigade de roulement. C'est quoi la brigade de roulement, tout simplement? Eh bien, quand vous faites le 17, ceux qui vont venir, c'est les collègues de brigade de roulement, c'est les H24. Ces collègues que tout le monde oublie. 1 600 000 appels 17 par an. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que des collègues, ils travaillent H24. Et dans la police nationale, il y a effectivement ces gros problèmes de cycle horaire où les collègues ont un week-end sur 6, où on tente de faire parvenir à avoir des meilleurs cycles de travail. Et c'est extrêmement compliqué de le faire autoriser, en tout cas de le faire accepter par la police nationale au niveau de la hiérarchie. Je vous prends juste un exemple. Il y a des horaires dites variables actuellement dans la police nationale qui a été donné dans certains groupes d'investigation qui fonctionnent bien. Mais par dogme ou par volonté, aujourd'hui, on nous explique qu'on va tout simplement, d'un coup de plume, retirer cette possibilité aux collègues. Mais ça, c'est terrible pour les collègues. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, les rythmes de travail, ça y fait parce que lorsque vous travaillez, et j'en finis, lorsque vous travaillez dans un milieu surexposé, lorsque vous travaillez dans des milieux de violence extrême, parce que vous dites que, tout à l'heure, quelques secondes, vous dites qu'effectivement, on arrête des gens, mais il n'y a pas que ça. On intervient sur des victimes, on intervient sur des morts, sur des enfants morts, des gamins qui sont renversés, tués, les personnes qui viennent sur des suicidés aussi. Qui annonce à la famille qu'une personne est morte? C'est le flic. Et vous savez, vous n'en revenez pas indemne lorsque vous faites des autopsies, parce que les officiers de police judiciaire pensent en eux. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes flics. Moi, je suis OPJ. J'ai pratiqué des autopsies, enfin pas pratiqué, j'ai assisté des autopsies en tant qu'OPJ. Est-ce que vous pensez, vous êtes sociologue, que ça, on est formé pour ça, absorber ce choc émotionnel, cette aide aux victimes, c'est ça, être flic, c'est gérer
toute une partie de la misère et toute cette violence et toutes ces choses qui vous frappent de plein fouet et que vous ramenez le soir comme des jours au sein de votre domicile. Marc Loriol et puis Jean-Marc Berlière. Donc je voulais dire que je parlais des différentes brigades, c'est-à-dire qu'on peut voir dans un même commissariat, que ce soit un commissariat difficile ou moins difficile, des brigades dans lesquelles il y a un travail collectif très important qui permet de mieux gérer la violence et d'éviter, question policière qu'on a entendu, que ça parte en cacahuète, que la tension monte, et c'est au contraire de baisser la tension. Moi je vous signale que je parle quand même des brigades de police secours, donc des gens qui ne font pas du maintien de l'ordre de façon régulière, qui font du maintien de l'ordre de façon exceptionnelle. Quand on a fait une observation, on a pu voir quelquefois des brigades de police secours ou des BAC faire du maintien de l'ordre de façon exceptionnelle. Quand c'est exceptionnel, ça reste un moyen de casser un peu la routine, d'avoir des heures supplémentaires. Quand ça devient permanent, ça casse justement pas la routine, mais ça casse les règles collectives, ça casse la relation avec la hiérarchie qui est déjà, ça a été évoqué tout à l'heure, assez distendue dans les commissariats. Quand on est avec les brigades de roulement, on voit très peu finalement la hiérarchie, et la hiérarchie n'agit dans un endroit que par les chiffres, essentiellement. Donc, il y a cette très grosse différence, et c'est très important donc, de comprendre que quand une brigade fonctionne bien, je ne dis pas que tout est facile, mais il y a une certaine gestion de la violence, et les policiers arrivent à mieux gérer les situations difficiles. Et quand je parlais tout à l'heure des brigades de police secours, bien sûr, l'essentiel de leur travail n'est pas d'arrêter des délinquants, mais d'aider aussi la population. Mais je disais que simplement, ce qu'ils appellent les clients, c'est effectivement les délinquants, c'est pas la population. Je rappelle que nous sommes donc dans le temps du débat sur France Culture, 18h45, et que notre propos d'aujourd'hui dans ce débat, c'est « Police, le malaise est-il structurel et conjoncturel ?» et que nous sommes en compagnie de Marc Loriol, sociologue, de Jean-Marc Berlière, historien, à qui je vais donner la parole dans un instant, de Christian Mouana, qui est également chargé de recherche au CNRS, et de Benoît Barret, représentant du syndicat de Police Alliance. Jean-Marc Berlière, vous êtes historien. On entend les mondes de la police en entendant parler Benoît Barret et vos collègues sociologues, c'est-à-dire cette variété que l'on ne voit pas lorsqu'on dit la police. Oui, j'ai écrit là-dessus. La police, c'est un singulier pluriel. En réalité, ça n'existe pas, la police. Ce sont des centaines, peut-être 300, 350 métiers différents. Et je souscris totalement à ce que disait le syndicaliste, le policier, présent dans votre studio. Il se trouve que je fais de la formation aussi bien aux commissaires, aux élèves commissaires, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à l'ancienne ENSOP à Canet-Cluse, mais je vois aussi beaucoup de gardiens de la paix. On fait un gros travail avec le mémorial de la Shoah et on reçoit tous les gardiens de la paix qui vont prendre leur poste les jours suivants. Quand je discute avec eux autour d'un café, leur premier traumatisme, c'est systématiquement, et notamment dans cet été terrible de canicule, il y a quelques années, c'est le premier mort qu'ils descendent, c'est le premier mort qu'ils trouvent dans un appartement. Ils ont l'impression d'être les éboueurs de la société et d'être face à une ingratitude extraordinaire. Vous me permettrez, Emmanuel, il y a un aspect aussi qu'on ne peut pas ne pas aborder. Ce sont ces attaques et ces critiques récurrentes qui sont souvent d'ailleurs autant de fantasmes qui en disent plus long sur ceux qui les expriment que sur les policiers, dénoncer systématiquement et de façon univoque les violences policières, sans dire un mot, évidemment, des gentils manifestants qui sont, comme chacun sait, des gens pacifiques et gentils. Stigmatiser systématiquement la provocation, l'infiltration, et puis alors les dernières sorties d'un leader politique d'un parti qui s'appelle la France Insoumise parlant, évoquant la possibilité qu'on l'assassine, que les policiers puissent commettre des crimes et tuer. Alors là, excusez-moi, l'historien, il repart, c'est Charles Maurras, c'est Léon Daudet, c'est du pur fantasme, sans dit, moi je trouve très long, sur ce que ces gens, s'ils arrivaient au pouvoir, feraient de la police. Christian Mouana. Oui, alors juste un point pour rajouter au malaise, il y a aussi un système qui est dû au fait qu'on ait une police nationale et qu'on voit ce qu'on voit dans d'autres organisations nationales, c'est-à-dire qu'on envoie les plus jeunes policiers dans les endroits où personne ne veut aller, c'est-à-dire les secteurs les plus difficiles. Oui, mais ça, on l'a... Parce que ce que disait à l'instant même Benoît Barret, on l'a entendu dans le débat qu'on faisait il y a quelques jours sur les urgences. C'est la même chose. On est ceux qui recevons le malheur social, etc. etc. Mais je veux dire, ce qui va accentuer le mouvement, et on parle de plusieurs polices, on a ces jeunes policiers qui sont dans les secteurs les plus difficiles où vous avez des moyennes d'âge
de policiers qui sont... La moyenne d'âge, c'est 2 ans d'ancienneté au maximum. Et les gens partent. Et ils partent parce qu'ils vont dans des commissariats qui sont réputés plus tranquilles. Je dis bien réputés. Hein, bon. Mais on a aussi un autre phénomène qui est l'abandon de la rue par un certain nombre de policiers. Vous allez dans certains secteurs, qui est dans la rue? Des policiers qui sont les sortants d'école, ceux qui ont 1 voire 2 ans maximum d'expérience, et surtout des emplois jeunes, ce qu'on appelle les ADS, hein, les adjoints de sécurité, qui n'ont pas un statut de fonctionnaire, qui sont à contrat limité. Et c'est donc ces gens-là qui sont aussi beaucoup au contact. Donc c'est une question de structure, c'est une question d'organisation, ce qu'on est en train de décrire tout de même. Mais c'est le problème et la difficulté, ce n'est pas seulement un des points qui compte, c'est tous les points qu'on évoque simultanément, auxquels il faudrait rajouter l'utilisation par le politique de la police et le fait que, par exemple, la police est utilisée pour remplacer une partie du dialogue social. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, puis, et aux dépens, je veux dire, ce n'est pas les policiers qui choisissent, on les envoie, ils sont obligés d'y aller. Benoît Barret. Pour répondre à votre question, c'est autant structurel que conjoncturel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'un ou l'autre. Structurel, très clairement, effectivement, qu'on manque de matériel. Enfin, franchement, il a quand même fallu attendre. Ça, c'est quand même énorme comme situation. C'est un truc de dingue. Il a fallu attendre la crise des Gilets jaunes pour se rendre compte que la police était sous-équipée. Vous vous rendez compte que la majeure partie des collègues, et je sais encore que ça va encore poser quelques remous, ce que je veux dire, mais on l'assume, nous, Alliance, hein. Nous sommes à l'origine de la manifestation aujourd'hui. Mais lorsque vous avez des collègues qui, avant d'être appelés le samedi, vont acheter leur casque dans une grande surface spécialiste du sport dont je tairai le nom, ou qui prennent à leur gamin le casque pour y aller, ça, on peut quand même expliquer que c'est structurel. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, je prends par exemple un exemple à Saint-Brieuc, le toit du gymnase qui est écroulé depuis 2 ans, 24 mois. Les collègues ne peuvent pas s'entraîner, ils s'entraînent sur les parkings publics. Et ça gêne qui, ça? Ça, c'est votre hiérarchie, d'une certaine façon. Ça, c'est la hiérarchie, mais quand vous voyez un ministre de l'Intérieur qui va à Narbonne, qui explique devant la presse entière que le commissariat de Narbonne, il faut le changer, qu'il y a les budgets qui vont être faits, et quelques semaines après, il est remis en cause, on dit il n'y a plus de budget, ça pèse conjoncturel. Mais cette haine anti-policier, elle est énorme. Si je peux prendre 30 cette secondes... Cette haine anti-policier, elle se nourrit tout de même de ces violences qui ont bien eu lieu, de ces gens qui ont bien été blessés dans les manifestations, de les gilets jaunes tout de même. Elle se nourrit aussi de ça, cette haine anti-policier. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que vous savez, c'est pareil, ce débat qu'on entend partout, lorsqu'on parle de violences policières. Mais je m'inscris en faux par rapport à ça, mais je vous le dis. Mais il y a bien très clairement, là, on ne peut pas parler de violence policière, employons le terme de force publique, de force légitime. Et oui, mais parce que non, la force publique n'est jamais illégitime. Et je vais vous dire aujourd'hui, parce que ça, effectivement, ça va vraiment porter le malaise à la police. J'ai quelques secondes quand même. Je vais quand même vous donner l'exemple d'une décision de justice. J'ai quelques secondes. Mais, très brièvement, parce qu'il faut laisser la parole aux autres. Très brièvement, quelques secondes. Albi, tribunal de grande instance d'Albi. Nous étions, pas au 50e suicide, nous étions à ce moment-là à une vingtaine de suicides. Je vous dis, une personne qui écrit sur son Facebook « À vomir, notre police est à vomir. J'apprends aujourd'hui qu'un nouveau policier s'est suicidé, ce qui fait 25 depuis le début de l'année. À la lecture de cette information, j'ai envie de dire « Tant mieux, ça fera 25 saloperies de moins. » Vous savez ce que c'est que la décision de justice par rapport à ça? Vous savez ce qu'a décidé la justice par rapport à ça? Dites-le. Une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse. Ça me révolte. Sur ces questions justement de rapport à la société, parce que c'est tout de même cela, savoir quel est le regard de la société la société porte sur les policiers et le regard que les policiers renvoient à cette société. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Marc Loriol et Christian Moana? Alors moi je pense que la particularité de la police, puisque je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur d'autres métiers qui sont confrontés aussi à des violences et à des problèmes sociaux qui sont censés gérer, notamment à l'hôpital ou dans les transports publics, c'est qu'il existe dans la police une culture très forte qui veut que, par l'expérience passée aussi, qui a été rappelée, la longue histoire,
que finalement la société, l'opinion publique, les médias, les juges, même les politiques sont des anti-flics. Ne sont pas des anti-flics, mais sont des gens qui ne connaissent pas le terrain. Alors certains sont des anti-flics, mais ne connaissent pas le terrain et que donc on doit être entre soi. Et ça crée une sorte de solitude corporatiste qui est plus forte que dans d'autres métiers. Mais qui comment on pourrait s'en sortir? C'est à la fois une force, mais vous pensez parce que c'est une force. Ah oui. C'est une force qui peut jouer en termes d'entraide et de soutien, mais c'est aussi un problème parce que du coup on parle des policiers toujours, alors que les violences, moi je l'ai vu dans les brigades, elles viennent de certaines brigades et elles sont liées à des problèmes d'organisation, à des problèmes de fonctionnement. Il faudrait qu'il y ait des sanctions vis-à-vis de ces brigades pour que d'une certaine façon le corps entier ne soit pas complètement regardé comme étant responsable de ces violences. Alors, je ne vois pas les choses en termes de sanctions d'abord, mais en termes de régulation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi certaines brigades ont plus ont un recours plus fréquent à la violence, ont beaucoup plus aussi, ça se voit des statistiques de rébellion et d'outrage, parce que souvent quand il y a l'usage de la violence, il y a aussi des plaintes de policiers pour outrage. Donc il y a des éléments structurels et organisationnels qui expliquent ça. Après, il y a aussi des cas individuels, et quand on interroge les policiers dans les commissariats, en off, ils disent que certains collègues peuvent dysfonctionner. Mais il y a ce sentiment de se protéger parce qu'on ne pense qu'on n'est pas toujours bien compris par la population, qui crée cette solitude corporatiste qui fait tous les policiers, alors que c'est chaque fois des brigades, des cas particuliers. Ou des cas particuliers. Christian Mouana et puis Benoît Barré. Pour compléter, bien sûr, pour compléter ce qui vient d'être dit, la difficulté, elle est que si on veut sortir de cet enchaînement de violence, puisque évidemment il y a de plus en plus où il y a en tout cas beaucoup de violence contre les policiers et au retour, les policiers se protègent et sont obligés d'utiliser la violence, parfois de manière légitime, parfois en répondant de manière un peu trop forte. On pourrait parler du LBD. On pourrait parler du LBD qui est quand même interdit dans quasiment toutes les autres polices européennes, y compris d'ailleurs en Russie où on n'a pas une police. On a fait une émission autour de cette question-là. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais toujours est-il, et c'est là où il me semble quelque chose d'important, c'est qu'il faudrait accepter une remise en cause des policiers, mais avec les policiers, pas en les jugeant, mais en s'aidant à réfléchir. Et effectivement, c'est là, pour compléter ce qui vient d'être dit par Marc Loriol, c'est que le fait, cette force qui est l'entre-soi, c'est aussi quelque chose qui écrase les policiers. On n'a pas le droit de dire qu'un collègue a fait quelque chose de mal, parce que sinon, on est discrédité à l'intérieur de l'institution policière. Benoît Barré, vous soufflez, vous dites que ce n'est pas vrai. Il faudrait des heures pour discuter ça. On a que 2 minutes. Vous avez 2 minutes. On nous parle d'Omerta, on nous parle de tout ça. Non, je m'inscris en faux par rapport à ça. On n'a pas parlé d'Omerta. Non, mais que les collègues ne pourraient pas dire qu'il y a des collègues qui sont violents parce que ça passerait mal. C'est en gros ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est possible que je comprenne mal. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Je pense qu'à force de ne vous placez pas victime de la discussion. Je pense qu'à force de mal comprendre, je crois qu'au contraire, on comprend bien. Simplement pour vous dire, aujourd'hui, rapidement, la police nationale, c'est la profession la plus contrôlée de France, la plus contrôlée. Nous sommes contrôlés, dites pas non, c'est la vérité. Il y a aucune... D'ailleurs, je veux dire, en plus qu'on est la plus contrôlée, je le souligne et je le maintiens, dites-moi combien d'autres professions ont un code de déontologie. J'aimerais le savoir. Ensuite, 12 500 policiers, ça fait que 2 professions, c'est pas beaucoup. 12 500 collègues blessés par an, 12 500. Des collègues qui chaque jour, H24, font don de leur vie. À eux, bien sûr, mais font don de la vie de leur famille également. Eh bien ça, moi, je veux dire. Mais j'ai juste une question. On termine là-dessus, mais Benoît Barré, ce qu'on croit comprendre dans les discussions qu'on a ici, c'est qu'on pourrait discuter entre sociologues spécialistes de la police, historiens spécialistes de la police, acteurs de la police. On pourrait discuter pour pouvoir rebâtir quelque chose. Est-ce que les policiers sont prêts, ceux de votre syndicat ou d'autres, à rediscuter de l'organisation qui ne dépend pas que de vous? Oui. C'est évident, on fait que ça. D'ailleurs, le rôle du syndicat, c'est aussi beaucoup ça, bien sûr. Mais aussi, et là, le sociologue est là, je pense qu'on pourrait parler d'une façon plus globale, de reparler de la société, de l'éducation, parce que ça commence aussi par ça. Ça commence aussi par ça. Le flic, il est éducateur, il est prof, il est flic, il est tout. Le flic est tout en n'étant qu'un seul homme, qu'une seule femme. Et ça, je vais vous assurer, il n'y a pas beaucoup de professions qui font ça. Merci beaucoup à vous, Benoît Barré, mais merci aussi à tous ceux qui ont discuté avec vous, à savoir Christian Mouana, chargé de recherche au CNRS, directeur du CESDIP, Jean-Marc Berlia, qui était dans le duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Dijon et qui est historien, spécialiste des mondes de la police, entre autres, Marc Loriol, qui est sociologue, spécialiste du stress au travail et directeur de recherche au CNRS à Paris 1. Et sachez que la semaine prochaine, sur France Culture, eh bien, la série documentaire va faire une série entière sur les forces de l'ordre. Forces de l'ordre, ça s'intitule une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée
réalisé par Angélique Thibault. C'est sur France Culture, donc la semaine prochaine. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier, Louise André. À la technique aujourd'hui, Inès De Bruyne. À la vidéo, Morgane Danan. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.